Chers amis, à nouveau, je suis ravie de vous retrouver pour cette deuxième session de coaching. Et cette fois-ci, de quoi s'agit-il? D'une session, pour ma part, la plus importante, parmi ces 9 sessions que nous aurons tout au long de l'année. Parce que celle-ci, il est important de bien garder en tête comment fonctionne cette machine ultra sophistiquée qu'est notre mental. Et à partir de là, comment fonctionne aussi l'être humain. Nous allons comprendre pourquoi ces émotions toxiques, ces conduites exagérées, excessives, maladroites surgissent lorsqu'un imprévu, lorsqu'un incident qui n'avait pas été noté dans le calendrier de notre vie vient nous contrarier. Nous allons aussi aborder la dépendance affective et toute cette gamme de pensées négatives, de peur, ce comportement souvent que j'identifie au velcro, parce que nous nous attachons et à partir de là, la peur intervient. Et quand la peur intervient, nous sommes maladroitement en train de nous éloigner de ce que nous recherchions au plus profond de nous, c'est-à-dire l'amour. Donc, sans plus tarder, nous allons jeter un petit coup d'œil sur la session numéro 1 qui est tout aussi importante pour bien garder en tête certains points que nous avons abordés. Donc, sans plus tarder, je lance la diapositive. Crée ta réalité, car il est important de garder en tête des points essentiels. Nous avons vu que nous possédions tous un potentiel infini et 3 capacités innées, naturelles, qui se développent dans un contexte favorable naturellement. La capacité innée à se réinventer, à enlever des impuretés mentales, ouvrir notre cœur, et aussi cette capacité fantastique de l'être humain à embellir la vie d'un proche. Nous avons aussi abordé le code éthique, sois fidèle à tes valeurs, ne laisse personne définir ta vie. Nous avons aussi compris que nos croyances nous limitent et nous font souffrir lorsque on reste campé sur nos positions et nous devrions à tout moment les réévaluer. Un des exemples que je cite bien souvent et qui fait partie de ma propre expérience lorsque j'étais enfant, lorsque j'étais beaucoup plus jeune, en terminale, mon professeur de physique que j'aimais beaucoup nous avait dit en classe, eh bien voilà, dans une dizaine d'années, nous aurons tous un portable. Le téléphone sera sans fil, le téléphone, nous pourrons l'amener partout, nous pourrons téléphoner dans le monde entier et en plus, nous pourrons visionner l'interlocuteur avec qui nous échangeons notre conversation téléphonique. La machine électrique, ça sera un ordinateur et tellement de révolutions à venir. Pour moi, je me disais, cet homme, il a pété un câble, comme diraient les jeunes d'aujourd'hui. Cet homme, c'est pas possible, il va pas bien, il est fou. Et pourtant, c'était bien une réalité. Nous nous rendons compte que ces 50 dernières années ont été des années de grande progression, de belle évolution. Et sur le plan incroyable, nous nous rendons compte que nous sommes passés aussi de la voiture à essence à la voiture maintenant électrique. Et que si on se compare à une centaine d'années, nos grands-parents, par exemple, allaient chercher encore l'eau à la source, laver leur linge à la rivière. L'électricité n'était pas dans toutes les maisons. La télévision, n'en parlons pas. Qui aurait cru qu'un jour on allait se retrouver avec un écran devant nous. Donc tous ces progrès ont été le fruit de personnes qui ont cru en leur potentiel infini, à leur potentiel créateur que nous avons tous.
Ne te compare à personne, si ce n'est qu'à toi-même ou à un maître supérieur, une personne inspirante hein, comme Nelson Mandela, Mère Teresa, Gandhi, personnes qui ont œuvré pour l'humanité, ou alors éprouve de la comparaison envers tous ceux qui traversent un moment difficile. Sinon, compare-toi qu'avec tes progrès. Un incident est toujours neutre et nous avons vu que selon notre état émotionnel, nous le colorons selon une perspective positive ou négative. Et là encore, un des exemples le plus classique, hein, c'est lorsqu'on se retrouve en famille autour d'un repas à Noël, par exemple, hein, et que l'on se remémore entre frères et sœurs des situations, des souvenirs où chacun, nous nous rendons compte combien nous avons vécu ces périodes de manière tellement différente. Les uns dans la douleur, les autres dans la neutralité et d'autres encore avec émerveillement. Donc, un incident est toujours neutre, hein. Il est coloré selon notre état émotionnel, selon notre pensée. Le changement est permanent et là aussi, c'est quelque chose que l'on doit garder en mémoire, hein, parce que si nous ne devons pas l'oublier. Quand je vis quelque chose d'extraordinaire, je sais que ce moment, cette soirée, ces vacances vont se terminer parce que la vie évolue, que rien ne dure. Les sentiments se transforment, pas l'amour. Que mes enfants vont partir, que mon travail va s'arrêter, la maladie sera aussi du voyage, hein, et il va y avoir d'autres objectifs, d'autres projets, d'autres activités qui vont nous animer, nous inspirer, nous combler. Et quel que soit l'âge, hein, quel que soit l'âge, hein, nous avons cette faculté à pouvoir nous réinventer. N'oublions pas que nous pouvons à tout moment nous adapter à ce changement. Et tout cela parce que chaque moment est important et nous devons conserver en mémoire tout ce qui nous a remplis de joie, de satisfaction et non les banaliser. Activons-les pour se les rappeler régulièrement. C'est le meilleur des antidotes lorsque cela devient compliqué. Enfin, nous avons abordé aussi le point qui est important lorsque l'on veut mener à bien une transformation au niveau de notre vie, un changement profond. Lâche un lien toxique pour un temps. Éloigne-toi de tout ce qui pique jusqu'à ce que tu aies suffisamment d'anticorps pour partager avec cette personne. Si nous voulons développer notre force intérieure, notre énergie doit se concentrer sur nous-mêmes, sur ce qui se passe en nous dans un premier temps. Les stimulations externes compensent bien souvent un manque. Agités par le monde extérieur, nous évitons de nous concentrer sur notre monde intérieur et la peur gagne du terrain. Évitons tout contact allergique. C'est ainsi que nous pourrons trouver la lucidité, discerner sur notre situation pour opérer un véritable changement en nous. Donc, nous allons aborder la session numéro 2 avec la réflexion l'ego, ami ou ennemi. D'où vient ce vide existentiel? Cette peur que l'on ressent quand la situation bascule. Cette peur existentielle qui nous habite, hein. C'est la réflexion que l'on va développer ensemble en abordant 5 éléments très importants. Le premier, une programmation, notre lourd héritage. Le deuxième, la pyramide d'Abraham Maslow, que nous retrouvons, qui a été emprunté du livre à la page 135. Le troisième point, la dépendance affective. Et là, je vous invite à jeter un œil sur le livre à la page 33 pour comprendre les réels enjeux d'une relation d'attachement sécure et surtout
d'attachement, une relation d'attachement insécure, avec notre premier objet d'amour, comme me disaient les psychanalystes, en particulier le parent ou son substitut. Le quatrième point, la différence entre conscient et inconscient selon la physique quantique. Nous verrons quel est l'un des deux qui dirige la plupart du temps notre quotidien. Et enfin, le point numéro 5, les obstacles à notre évolution, un mental pollué. Et donc, notre programmation, un lourd héritage. Nous arrivons sur cette planète Terre à parfaitement conçu pour vivre heureux. Nous possédons des logiciels plus ou moins lourds, l'héritage génétique, physiologique et psychologique pour nous permettre de vivre et de s'ouvrir à la vie. Et la bonne nouvelle, c'est que nous sommes en mesure de modifier la plupart de nos paramètres conditionnés, notre potentiel. Conditionné parce que livré avec l'emballage, notre enveloppe corporelle. Donc, dès la conception, corps et esprit sont programmés, notre patrimoine. Chaque cellule possède des informations enregistrées dans la mémoire. Notre tempérament est façonné selon le vécu, la personnalité de nos ancêtres. L'éducation façonne aussi notre perception, encourage à découvrir la vie librement, à expérimenter avec curiosité chaque situation. Sauf que elle peut aussi, comme pour la plupart d'entre nous, nourrir des peurs et contraindre à développer des conduites adaptatives qui auront des incidences sur notre développement. L'environnement social, familial, les expériences traversées peuvent exercer une pression, elles ont une influence sur nos conduites et nos réactions. Mais nous avons, ne l'oublions pas, un cœur pur, un mental pur, mais lui, pour le coup, contaminé. Nous allons comprendre pourquoi. Donc, nous arrivons sur cette planète avec de belles intentions, avec une paire de lunettes plus ou moins sombres. Et tout l'art de notre vie sera d'essayer d'enlever cette pollution qui nous empêche d'accueillir pleinement la vie, d'y voir le soleil malgré les nuages et de découvrir sa beauté. Les besoins fondamentaux inspirés par la pyramide d'Abraham Maslow sont il est essentiel de comprendre ces besoins fondamentaux parce que si un de nos besoins n'est pas suffisamment comblé, nous allons avancer sur le deuxième palier avec une carence. Et si cette deuxième carence n'est pas remplie, nous aurons du mal à développer l'amour à l'égard des autres, la compassion, puisque nous serons en insécurité, anxieux, inquiets pour notre devenir, avec un sentiment que l'extérieur est dangereux et que tout seul, nous n'y arriverons pas. D'où cette préoccupation parfois excessive pour notre bien-être. Notre premier besoin, c'est celui qui est indispensable à la survie, de se loger, se nourrir, s'hydrater, éliminer, dormir, maintenir une bonne température. Le deuxième est le besoin de sécurité et de protection. Sûr de ses attachements, rassuré et confiant, l'enfant peut explorer son monde environnant. Mais s'il est préoccupé, s'il est inquiet, l'enfant reste attaché. L'environnement et les soins prodigués auront un impact sur son développement plus ou moins important, selon sa nature. S'il n'est pas suffisamment sécurisé, il percevra son monde environnant comme menaçant. Le troisième point, c'est l'amour de soi et la compassion qui peuvent se développer. Ce sentiment de plénitude va amener l'enfant à ouvrir son cœur spontanément. Libre, l'amour est sans condition. Lorsqu'il a reçu suffisamment de protection et de sécurité, lorsqu'il sent qu'il a été entendu,
écouter. Au niveau de ses besoins, l'enfant s'intéresse, hein, s'ouvre à l'autre, hein, sans avoir cette crainte de perdre. Il éprouve de l'empathie, de la générosité, l'envie de participer au bonheur de l'autre, hein, se développe naturellement. D'ailleurs, un exemple classique, hein, c'est de pleurer devant un enfant, un bébé, et vous le verrez à son tour démuni. La compassion est une pépite que nous avons tous en nous. Donc, l'estime de soi grandit dans un contexte où les besoins précédents ont plus ou moins été satisfaits. Et de ce fait, la confiance en soi favorisant la relation, l'implication, le respect de la différence qui se développe. Et nous arrivons au 5e besoin, qui est celui de la réalisation de soi, l'éveil de la conscience, l'accomplissement, la curiosité, l'envie de se dépasser, de collaborer pour un monde meilleur, réinventer sa vie et participer à améliorer la vie des autres qui ne représente aucune menace. Et comme dit le philosophe Nietzsche, que j'aime beaucoup, devenir ce que nous sommes. Point numéro 3, la dépendance affective. Dans quel climat avons-nous évolué? Sécure, insécure évitant, insécure polyvalent ou insécure désorganisé? Celui-là d'attachement est tout particulièrement préoccupant. Donc, je vous invite à lire l'extrait, la page 33, qui développe ces types d'attachement. Nous sommes tous des dépendants affectifs, car nous naissons fragiles et vulnérables. Pour survivre, nous devons nourrir un lien, nous attacher, et de là démarre une fusion. La personne qui s'est occupée de nous, en dépit des circonstances et de sa volonté de participer à notre épanouissement, a laissé des empreintes, des souffrances, des souvenirs douloureux. Elle n'est pas parfaite. Le parent ou son substitut a lui aussi des traumatismes et quand bien même son désir est de nous aimer, celui-ci va nous blesser car lui-même a été blessé. Il sera maladroit, fatalement. Comment sortir de cette spirale qu'est la dépendance affective? Nous ne pouvons pas modifier le passé, mais nous pouvons construire un futur libéré de toute attache, heureux et satisfait. Comment se fait-il que nous tombions dans le piège de relations toxiques et immatures? Nous allons, je vais vous présenter les 12 principaux signes de la dépendance affective. Dans nos interactions, qu'elles soient professionnelles, amicales, sentimentales, familiales, la dépendance affective peut nous toucher dans n'importe quelle sphère de notre vie, au niveau de nos interactions. Le point numéro 1, c'est d'aimer rapidement et démesurément, attendre tout de l'autre. Et quand je dis aimer, ça peut être une personne, mais ça peut être le travail que l'on nous a proposé, qui va tout d'un coup nous donner cette illusion d'être important. Et on va tout faire pour satisfaire. On va tout mettre en place au début dans cet éblouissement et même, je vais dire plus loin, on aura tendance à gommer ces imperfections, à exagérer même les qualités du travail de la personne. Et comme nous allons nous attacher selon les carences que nous aurons traversées. Le deuxième point, c'est notre humeur, qui dépend de l'interaction avec quelqu'un d'autre. Et ça, nous l'avons vu, si on se fâche avec quelqu'un, ma journée est fichue. Car je rumine, je revois la scène, je me la représente, je me dis mais pourquoi ça s'est passé comme ça? Et il y a cette inquiétude qui ne nous lâche pas. Troisième point, c'est le besoin de plaire aux autres et d'être aimé, et d'être toujours à l'affût de qu'est-ce qu'il va penser de moi. Tout va être fait pour attirer, pour piéger. Rien n'est au hasard. Quatrième point, c'est quel cadre
et éviter tout désaccord avec son interlocuteur, par peur des conflits, d'être rejeté, exclu, ou à l'inverse, cette tendance à s'imposer maladroitement, qui va amener à du rejet, à ce que les personnes soient souvent violentes, agressives, nous remettre à notre place. 5e point, c'est jouer au rôle du sauveur et de la victime. Celui-là est un point très important qui va nous amener à de la souffrance tôt ou tard. Se placer en qualité de sauveur dans une relation, c'est laisser croire à la personne que nous savons mieux qu'elle ce qui est bon pour elle. Ça part toujours d'un bon sentiment, mais tôt ou tard, nous allons rencontrer de la souffrance parce qu'il y a un véritable déséquilibre dans la relation. Autre comportement, c'est se placer en victime. Attention à toutes ces personnes qui, lorsqu'elles se présentent dans son aspect le plus négatif pour attirer de l'attention, souvent maladroitement, pour qu'on s'intéresse à elles. Le 6e point est l'incapacité d'être heureux seul. Seul, je m'ennuie. Combien de fois je l'entends dans les consultations que je réalise? Ma compagnie ne me convient pas, mais elle devrait convenir à un autre. Voyons, réfléchissons. Si avec moi-même je m'ennuie, quand je serai avec quelqu'un, je vais l'utiliser pour me divertir, pour oublier le mal-être que je ressens en moi, mais au bout d'un certain temps, est-ce que je ne vais pas être insatisfait de cette personne qui n'est pas moi, qui va finir par avoir une attitude, un comportement, une conduite qui va me décevoir? 7, être incapable de poser et de défendre ses propres limites. Là aussi, c'est un point super important parce qu'on est souvent démunis de peur. Peur de la réaction de l'autre. 8, un point très important, c'est se sentir obligé de satisfaire les besoins et les demandes d'autrui. Combien de fois j'entends, mais si je ne vais pas au cinéma avec lui, si je pars pas me promener, si je ne lui fais pas ce qu'il me demande, peut-être va-t-il moins m'aimer, peut-être qu'il va se désintéresser de moi. Et donc, la peur présente empêche à cette relation véritablement de s'épanouir. 9, besoin d'être sans cesse rassuré, valorisé, réconforté par les autres. Et c'est souvent le moi. Je prends la parole, j'occupe l'espace, je ramène tout à ma situation, à mon histoire. Et tout ça par peur à nouveau d'être mis de côté et de n'être rien. Le point numéro 10, se rendre spontanément responsable de ce qui ne va pas dans le domaine privé ou professionnel. Un incident, une contrariété, conflit, une tension dans la sphère professionnelle ou familiale, et tout d'un coup, à nouveau, l'inquiétude, l'anxiété, la peur qui est de retour. Et on se refait le film, et on se demande pourquoi. Se retrouver accepter l'inacceptable. Celui-là de point, il est vraiment très important et nous le verrons aussi avec l'adolescent qui est souvent dans une phase critique, une phase fragile et pour ne pas se retrouver sans amis, lui qui a autant besoin de s'identifier à un groupe, va accepter des conduites, des comportements de ses camarades qui ne sont pas acceptables. Et par peur, il va perdre confiance, estime de lui. Enfin, le point numéro 12, avoir du mal à prendre des décisions, réaliser un projet sans le conseil ni la validation d'un tiers. Là aussi, on le voit dans nos relations. Un enfant adulte maintenant, avec son parent, qui est capable de prendre ses propres responsabilités, mais qui aura peur de se tromper, va demander l'aval d'un autre.
Et on a aussi dans nos relations avec notre partenaire, on a tendance à toujours attendre qu'il puisse nous dire c'est OK, c'est bon, je valide. Et sinon, s'il ne répond pas, il y a de suite cet inconfort, cette colère. Donc, si vous pointez que cette dépendance affective touche au moins 8 points, c'est que nous sommes là en train de crier le feu rouge. Et pour nous, tiers, c'est pas bon du tout. Mais la bonne nouvelle, c'est que cela se soigne véritablement. Un autre point important, très important, c'est la différence entre le conscient et l'inconscient selon la physique quantique. Et là, ouvrons les oreilles, parce que la petite histoire devient très intéressante. Ce sont des points très importants. L'inconscient est intemporel. Il ne distingue pas le passé, le futur et le présent. Il est innocent, n'émet aucun jugement. Nous jugeons selon nos croyances. Pour l'inconscient, tout est réel. Il ne fait aucune différence entre le virtuel, ce que l'on croit, ce que l'on pense, l'imaginaire et le réel. Il agit tout simplement selon la programmation qui est dans son mental. Le conscient fonctionne seulement entre 4 et 5% de son temps. C'est-à-dire qu'en 12 heures, tu as vécu plus de 11 heures contrôlées par l'inconscient. L'inconscient se programme entre 2 et 7 ans. L'enfant évolue dans un état semi-hypnotique avec une fréquence vibratoire de faible intensité, de 4 à 8 Hz. Il n'a pas développé le conscient qui a une fréquence de 8 à 12 Hz chez l'adulte. Il ne sait pas qui il est et pour cela, il doit écouter ce que les autres disent de lui. L'ego entre en action, l'ego va occuper une place qu'il n'a pas, dont il n'a pas la fonction. Cette confusion entre l'image qu'il va avoir de lui, de ce qu'il est vraiment, génère un malaise. L'ego, chargé de nous préserver, prend les commandes de notre vie. 70% de notre programmation faite au cours de nos 7 premières années est négative. Alors là, c'est vraiment très important. Et nous pourrions nous dire, est-ce que c'est négatif parce que l'ego retient par instinct de survie le négatif ou, bien sûr, au cas où quelque chose de similaire surviendrait, sauf qu'il n'y a rien de similaire qui peut survenir puisque tout le temps a évolué et les situations ne seront jamais les mêmes. Mais pourtant, pour lui, il y sera préparé. Ou est-ce que, parce qu'on est dans un état semi-hypnotique, dans une fréquence basse, que l'on garde en mémoire l'aspect négatif, ce que l'on dit de nous en négatif, nos expériences négatives. Mais tout ceci va réveiller des peurs, l'ego. Et donc, la souffrance endurée par notre lignée familiale et les peurs de nos ancêtres vont influencer ta vie, sachant que les programmes les plus lourds s'installent entre 2 et 7 ans. Pour connaître les programmes que tu as enregistrés dans ta mémoire, il suffit de regarder ta vie. Ce qui t'arrive de manière facile, sans effort, sans difficulté, sont le résultat de programmes positifs. Si ce que tu désires n'arrive pas ou arrive avec grande difficulté, le travail, les efforts et le sacrifice, alors ta programmation est négative. Mais n'oublions pas que nous ne sommes pas qu'un conscient et un inconscient. Nous sommes aussi un cœur aimant, doté d'une extraordinaire sagesse, sans aucune mémoire, autonome, indépendant, plus puissant que le mental. Et ça, nous le verrons en détail dans la session numéro 3. D'ailleurs, en sanskrit, la première écriture est mère de toutes les langues du monde, 1700 à 1200 avant notre ère, le cœur et le mental ont un seul mot pour désigner les deux la même chose, chitta.
Mais le cœur est un organe indépendant et autonome. On va revenir sur ces points très importants parce que le cœur est un organe indépendant et autonome et que saviez-vous que celui-ci, et non le cerveau, est l'organe de notre corps qui dégage le plus d'énergie? Il possède une composante électrique environ 60 fois supérieure au mental et un champ d'énergie magnétique 5000 fois supérieur à celui du cerveau. Le cœur a une influence significative sur l'organisme jusqu'au niveau cellulaire. Les rythmes du cœur, ainsi que les rythmes respiratoires et la pression artérielle s'entraînent avec le rythme du cœur. Et ça, c'est une excellente nouvelle, puisque nous pouvons agir librement. Le cœur n'est pas contaminé, il n'est pas conditionné comme l'est notre mental. Et donc maintenant, nous allons comprendre qu'est-ce qui a généré la force de l'ego, cette fonction qui s'est développée dès notre naissance par l'instinct de survie et qui va prendre les commandes, malheureusement, pour la plupart d'entre nous. Les obstacles à notre évolution. Un mental pollué. Tout démarre avec une sphère, cette sphère blanche que nous voyons au centre de ces 5 cercles, que j'ai coloré blanc parce qu'elle représente la pureté, l'abondance, la puissance du mental, notre vraie nature. Le mental, il est pur, non conditionné, libre, joyeux, innocent, en paix, lorsqu'il n'est pas pollué. C'est notre essence naturelle et souvent on la nomme sacrée, cette partie qui est en nous, parce qu'on s'en est tellement éloigné qu'elle est devenue divine. Mais nos maîtres zen diront que ce mental pur est ordinaire, puisqu'il est notre vraie nature. Donc, si vous avez suivi la petite histoire, nous arrivons sur cette terre avec une confusion, un inconscient qui est très présent, qui absorbe ce que l'on dit de nous, enregistre le négatif plus que le positif, au cas où, et pour survivre, nous devons nous attacher, adopter les mœurs et les coutumes de notre groupe familial et social. Nous allons nous éloigner, nous séparer de notre vraie nature parce que l'ego et son acolyte, l'égocentrisme, son spectre, va prendre le pouvoir. Ce que nous voyons dans la couleur jaune étouffe notre essence et toutes nos belles vertus sont réprimées par l'image confuse que nous avons créée de nous-mêmes. L'être humain s'est construit avec la peur grandissante. L'égocentrisme, ce spectre de l'ego, va se développer de manière importante selon le degré d'inquiétude et de peur. Il ne peut alors s'intéresser qu'à lui et tout tourne autour de lui. C'est moi avant tout. Fragile, craintif, nerveux et impatient, il conceptualise, se cramponne dès qu'il obtient quelque chose ou quelqu'un, cristallise, modélise tout avec des j'aime pas, ça me plaît, je le veux. Une situation, une personne sont réduites, comme nous l'avions vu lors de la première séance, à un avatar. Cet avatar, ces impressions qui ne sont autres qu'une simple projection de nous-mêmes sur les autres, ne doit pas changer. Et c'est une des raisons pour lesquelles, bien souvent, nous rencontrons de grandes désillusions et des chocs. Parce que nous gardons à l'esprit, en mémoire, le souvenir d'une personne et parce qu'elle a été super sympa, notre meilleure amie, à une période de notre vie, nous gardons ces critères et nous ne la voyons pas évoluer. Et tôt ou tard, nos êtres les plus chers et les plus proches vont nous décevoir parce que nous refusons de les voir évoluer. Nous gardons l'illusion de cette relation qui a été merveilleuse. Et donc,
Même si l'ego, lui, n'aime pas que les choses bougent, lui, par contre, il est toujours en mouvement, agité, insatisfait, inquiet. Par peur d'être abandonné, rejeté, mal aimé, l'ego, cette petite voix à l'intérieur de nous, ce critique intérieur, va accorder de l'importance à ce monde extérieur et selon notre éducation, selon les expériences que nous allons rencontrer de la naissance à nos 7 ans, avec notre bagage génétique, notre tempérament, nous allons créer une image déformée, réductrice de ce que nous sommes. Car nous sommes, ne l'oublions pas, très puissants, sinon nous n'aurions pas autant progressé et évolué. De temps en temps, quelques lueurs de conscience traversent notre esprit, mais la plupart du temps, comme nous l'avons vu, 11 heures sur 12 ans, nous sommes en pilote automatique sans discernement. Et quand nous avons ces intentions saines, positives, il y a toujours cet ego qui vient nous chatouiller. Et si l'ego a vécu des expériences douloureuses, des souffrances, des incompréhensions, des frustrations, des sentiments d'abandon, de rejet, dans l'incompréhension, sachant qu'à cette période, nous étions vulnérables et parce que nous étions vulnérables, nous devions nous attacher, créer un lien, il va considérer tout à son avantage pour essayer de se rassurer. Et si nos parents pensaient que nous étions médiocres en mathématiques, timides, que les études, ce n'était pas pour nous, que nous étions naïfs, que nous étions plutôt manuels et non intellectuels, etc., nous allons nous identifier à cette image réductrice de nous. Et ces sensations de ne pas être conformes aux attentes des autres, de ne pas être parfait, créent un tel inconfort que nous allons déployer ces émotions toxiques, ce sentiment de peur pour notre existence et cette peur de n'être rien. Nous avons nourri nos enfants et nous avons été nourris par la peur, par la soumission, par l'obligation, par le sentiment que pour pouvoir être aimés, nous devions satisfaire, nous devions faire plaisir, nous soumettre, nous devions nous exécuter sans mot dire. Pour la plupart, nous étions dans la comparaison, sans le vouloir, diminuer entre les membres de notre famille, notre fratrie, ensuite à l'école avec les notes, l'annonce des notes qui nous mettaient dans des états de mal-être, malaisant, parce que nous avions peur. Et puis à l'université, où l'esprit de compétition était l'instrument fortement utilisé, qui permettait de nous évaluer et de nous sous-estimer, d'entretenir cette peur à nouveau. Et cette compétitivité était en plus valorisée. Et plus nous avions peur, et plus nous étions sévères, exigeants, sans empathie, à l'égard de nous-mêmes et des autres. Ces autres devenaient menaçants, ces autres devenaient des ennemis. La peur crée des sensations de vide existentiel, de vide qui se manifeste pour certains par de l'apathie, pour d'autres un manque d'entrain, de l'ennui, des angoisses, un sentiment de solitude, car nous nous sentons en manque d'amour, étouffés par des peurs transmises. Et ce manque d'amour, nous allons le chercher à l'extérieur de nous, alors que ce sentiment, cet état, nous le ressentons en nous-mêmes. L'ego fonctionne dans la dualité, j'aime, j'aime pas. En réaction, nous exagérons et tôt ou tard, nous serons insatisfaits. Si ce que je perçois me fait plaisir, je le veux. J'ai du désir, je séduis, je veux posséder, je suis dans l'obsession de l'avoir et toute la gamme de l'attachement et de la dépendance qui alimente la nervosité. Quand je l'obtiens, j'ai peur de le perdre et j'utilise toutes les stratégies, conserver, le garder, travail, amis, partenaires. Et si je ne l'ai pas, ou si je le perds, et si ce n'est pas bon, ça me déplaît. La peur est de retour.
avec toute la gamme des émotions négatives, hein, comme la colère, l'orgueil, la froideur, la jalousie, la vengeance, la rancœur, la violence, qui masquent la peur de l'existence. L'ego doit gagner, posséder, cherche à être reconnu, avoir du succès, du plaisir, de la renommée. Sinon, cela ne l'intéresse pas. Nous le voyons dans les jeux de société. Et là, l'exemple, c'est par exemple le Monopoly, où il y a des perdants obligatoirement et un gagnant. Et combien nous sommes, pour beaucoup, inquiets, préoccupés lorsque nous perdons et combien nous pouvons être réactifs, voire même violents, jusqu'à arrêter de jouer et tout ceci car nous nous sommes identifiés à cette image déformée de nous. Et nous l'entendons souvent: «Je suis bien avec lui parce qu'il m'apporte la sécurité, prend soin de moi». Alors je l'aime, tant qu'il satisfait mes besoins. Si j'y gagne grand-chose? Si oui, je m'investis. Je donne tout pour le garder auprès de moi. Garder cette notoriété, cette fonction, cet objet, maison, voiture, cette relation et je peux même m'éloigner de mes valeurs pourvu que je puisse me sentir important et si cela venait à se compliquer, alors je souffre et quelquefois horriblement à cause de l'autre, à cause de la situation, à cause d'un événement et pourtant toutes ces situations vont nous permettre de nous réveiller, vont nous permettre de réévaluer notre vie, notre existence. Conduite et réaction excessive lorsque la situation se complique. Nos émotions prennent le dessus et nos réactions sont maladroites et excessives. Après avoir longuement ruminé, au lieu de se laisser aller devant cette situation, l'accepter, renoncer à un idéal, nous allons exploser. Et si nous explosons pas, nous allons imploser et déclencher tôt ou tard une maladie physique ou psychologique. Nous pouvons rechercher le bonheur en consommant dans le monde extérieur du matériel, des objets, des personnes pour éviter la douleur. On passe du temps en utilisant les uns et les autres n'importe quel objet pour essayer d'apaiser la souffrance, pour éviter la douleur. Et tout ceci est le résultat de l'égocentrisme et non des situations ou des personnes. Le conflit intérieur survient lorsque ma réalité est différente de la réalité externe. La souffrance vient du choc entre ma perception et la réalité. La souffrance, ce n'est pas lié à qui que ce soit. Et ce que l'on doit vraiment garder en tête, c'est que nous sommes un corps de souffrance. Et malgré notre mental pur et notre cœur, lorsque nous allons entrer en contact avec une personne, une situation, une activité, ce cœur, ce corps pur va être de suite étouffé par l'ego, l'égocentrisme et la peur. Et par conséquent, cet ego, cette peur va réveiller des émotions. Et ces émotions vont avoir des influences sur nos conduites et nos réactions. Et donc, lorsque nous rencontrons quelqu'un, c'est la poupée russe que nous lui présentons. Ne l'oublions pas. Et cette poupée russe, si nous pensons que cet emballage qui est magnifique, qui est sympathique, qui donne l'envie de nouer un lien, si nous pensons
que cette personne, c'est uniquement ce qu'elle nous laisse voir, nous allons fatalement entrer dans une relation de désillusion. Parce que nous devons comprendre que cette personne que nous allons rencontrer, elle a un vécu, elle a une expérience, elle a des souffrances. Et donc si dans notre histoire de vie, il y a un méchant, si dans le film de notre vie, il y a bien un méchant, le méchant est notre mental conditionné. Et les autres protagonistes qui entrent dans notre vie n'entrent pas par hasard. Ils ont un rôle, nous réveiller. Mais parfois, nous sommes tellement dans un sommeil profond que nous ne savons plus quelle direction donner à notre vie. Et donc, ces prochaines semaines, nous allons nous observer et nous questionner. L'égocentrisme est responsable de nos souffrances. J'insiste bien parce que tant que l'on pensera que le coupable, c'est quelqu'un à l'extérieur, c'est un événement, une situation, un obstacle, une épreuve, nous resterons coincés dans cette souffrance. Conduite et défi. Toute souffrance vient du fait que chacun s'aime plus que les autres. Ça, ne l'oublions pas. Cette inquiétude génère une dualité. Les autres sont perçus comme bons ou mauvais. Nous allons les utiliser. L'obsession, la préoccupation pour nos besoins non satisfaits, notre sécurité, notre bien-être, nous conduisent à en oublier le reste. Tout tourne autour de moi. L'adolescence est un exemple de cette fragilité. L'égocentrisme est très présent à cette période. Par manque de confiance en lui, en ce corps en pleine évolution, l'adolescent pense que tout le monde le regarde, parle de lui, le critique. Et de là, toute la gamme des phobies scolaires, sociales, agoraphobie. Sorti de sa coquille, de sa famille, il est faible devant le monde extérieur, le temps de construire sa force intérieure. Et là, je fais référence bien souvent au livre de cette extraordinaire psychanalyste et pédiatre, Françoise Dolto, qui avait écrit un livre sur l'adolescence, le complexe du homard, et identifier, comparer la situation de l'adolescence à cet homard qui, lorsqu'il grandissait, devait sortir de sa coquille et pendant la période où il était en train de construire sa nouvelle carapace, il était vulnérable, il était fragile. Nous avons tous cette même souffrance, ce déséquilibre que nous devons soigner pour retrouver notre liberté. Et quand je dis cette même souffrance, la souffrance de notre égocentrisme. Cette déconnexion avec notre source de vie se traduit par un sentiment de vide, d'ennui, d'angoisse, de peur du futur et de la solitude. Mais nous pouvons sortir de cet état et retrouver notre vitalité, notre enthousiasme, notre curiosité, notre envie de nous dépasser. Alors, quelles vont être les stratégies pour surmonter toutes ces difficultés? Notre attention va se concentrer sur les émotions qui s'accaparent de nous. Ne plus réagir, écouter, observer, ressentir ce qui se passe en nous. Examiner nous donne la confiance, mais aussi la liberté de faire des liens entre nos processus de pensée et nos émotions. Nos conduites dans l'urgence n'apaisent rien. Observons comment s'auto-alimente une pensée, puis une autre. Et que se passe-t-il si je ne fais rien? Le temps de calmer mon émotion. Découvrons le secret du magicien. Quand on comprend, on ne se laisse plus attraper, ou du moins, on se laisse moins attraper. Si je sais que lorsque je réagis, l'attitude, la conduite que je vais avoir va être maladroite et va me générer de la souffrance, si je cesse d'être dans cette urgence, je vais découvrir en moi un formidable potentiel. Ce calme va me permettre d'agir en toute liberté et de décider quelle action je dois
mettre en place pour que cette situation puisse être menée de la manière la plus efficace. Même les relations et surtout les relations. Essayons le plus possible de préserver notre paix intérieure. Nous allons donc mener de batailles internes et externes. Mais tant que l'interne n'est pas solide, l'externe ne peut être mené. Le défi, nous souffrons, ne l'oublions pas, parce que nous ne sommes pas parfaits. Devant l'imprévu qui génère une émotion négative, peur, angoisse, l'urgence est d'apaiser l'agitation mentale, identifier l'émotion sans jugement. Que dit le mental? Est-ce vrai? Toutes ces réactions précipitées sera maladroite et inadaptée. Souvent, on me dit, bon, bah, alors, si je réponds pas tout de suite, c'est que il me prend pour une andouille, c'est que je m'écrase, c'est que je suis rien. Et en réalité, on est en train, par cette conduite réactive, exagérée, maladroite, de montrer à cette personne qu'elle a le pouvoir sur nous. Et donc, la mine des attitudes, quand on est déstabilisé, quand on n'a pas encore développé cette force intérieure, c'est de ne rien dire. C'est de choisir de rester en paix, quand bien même la personne nous cherche le conflit, quand bien même cette personne veut nous sortir de nos gonds. Nous allons exercer, développer cette force qui est en nous et pouvoir dire par la suite à cette personne que nous voulons maintenir la paix, que nous ne cherchons pas à être en guerre avec elle et que si elle continue à agir de la sorte, nous allons devoir nous éloigner. La confusion est bien souvent la responsable de notre mal-être, de notre colère, car nous ne savons pas quelle est la meilleure solution, la meilleure direction, décision. Et dans cette confusion provient et cette confusion, pardon, provient d'une mauvaise connaissance de soi. Nous avons tous de la colère en nous et il faut s'en occuper dès qu'elle est réactivée. Bien que nous sachions que l'origine est une idée, une obsession, un attachement, un désaccord, il est urgent d'éteindre le feu, l'explosion de la colère elle-même. N'essayons pas de chercher un coupable ou une explication, mais neutralisons cette émotion pour décider librement de la meilleure solution. Et là aussi, combien de fois une mauvaise attitude, une mauvaise conduite, une parole déplacée peut activer une explosion en nous ou chez un autre et tout d'un coup, cet ami de 20 ans, cet ami de 30 ans, ce travail dans lequel j'étais si bien, si heureux, cette relation avec laquelle je me sentais si épanouie, va détruire tout ce que nous avions construit. Donc attention à la colère, dès qu'elle nous titille, dès qu'elle chatouille notre esprit, essayons le plus possible de s'en éloigner, de l'apaiser. Ça, nous le verrons lors de la prochaine session. Tout ce qui produit une sensation agréable n'est pas forcément bon pour nous. Comme le chocolat, le sucre, le tabac, l'alcool, ce n'est pas forcément avantageux, sain pour nous. Et tout ce qui produit une sensation désagréable n'est pas obligatoirement mauvais pour nous. Et même des situations neutres peuvent nous amener à découvrir un vrai trésor. Nous devons les identifier. Et ces situations neutres, c'est tout ce que nous vivons dans notre quotidien. Comment nous entretenons les relations, nos relations avec toutes les personnes, tous les acteurs de notre vie. Ça, c'est vraiment un vrai trésor parce que de là, nous allons pouvoir nourrir ce plein, cette satisfaction des actions que nous allons mener tout au long de la journée. Et donc, nous en arrivons à l'auto-évaluation de la semaine 1 et 2, puisque l'auto-évaluation, elle va être très importante, avec ces questions.
nous allons essayer de répondre. Dans quelle ambiance émotionnelle es-tu? Quelles sont là où les conduites que tu adoptes par habitude pour calmer un malaise? Comment agis-tu quand une situation te contrarie? Que l'on ne soit pas en accord avec toi, que la situation ne se présente pas comme prévu, que le stress te menace, que l'on te blesse ou que la personne ne répond pas à tes attentes. Comment réagit l'ego devant une situation qui nous dérange? Quelles sont les habitudes néfastes à long terme que tu tolères? Quelle excuse utilises-tu pour persister dans tes habitudes? Pour ton bien-être, sois responsable de tes actions. Corrige tes erreurs. Améliore la qualité de tes relations. Si tu te trompes, excuse-toi. Tu te sentiras d'autant plus satisfait, heureux, plein, comblé. Engage-toi à ne pas reproduire des conduites nocives. Corrige-les dès que possible. Quelles sont les activités dans ta vie qui ne t'apportent aucune valeur? Tu es le seul à définir ce qui a de la valeur pour toi. Comment tirer le meilleur parti de ta vie et de ton temps? En quoi est-il investi? Au cours de la semaine, réévalue les activités, les projets, les réunions et vois ce qui n'est pas nécessaire ou même ce qui peut être nuisible. Récupère plus de temps et d'énergie pour ne pas les consacrer qu'à toi-même. Pour ne les consacrer à toi-même. Sois sélectif, tu ne peux pas tout faire. J'étais en train de penser, lorsqu'on s'ennuie, lorsque on a ces états souvent de tristesse, d'apathie, on a cette fâcheuse tendance à combler notre temps de manière passive. On peut rester des heures en train de regarder des séries télévisées, en train d'absorber des fréquences souvent lourdes, négatives. Donc, il est important de savoir ce qui est bon pour nous. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas regarder des séries, mais des heures et des heures à s'étourdir devant une série télévisée, en train de regarder la vie des autres, ou d'imaginer ou de rêver notre vie, quel dommage, hein, quel dommage. De quoi te réjouis-tu? Qu'as-tu fait tous les jours pour ne plus t'oublier? Nous avons tendance à chercher la solution face aux autres, mais notre état intérieur ne peut trouver l'abondance, la joie et la paix que si nous décidons de prendre soin de nous. Pour comprendre ce qui se passe en nous, se pencher sur le déséquilibre intérieur, les zones sombres, les schémas, les attitudes, nos contradictions, cela prend du temps et du recul. Apprends à ne plus réagir tête baissée. Note quand tu es arrivé et comment te sens-tu. Enfin, point important, quelles sont les conclusions que tu extrais de cette session? Et chaque soir, évalue. Quel a été mon état prédominant aujourd'hui? Comment ai-je agi? Par peur? Avec mon cœur? Qu'ai-je modifié en moi? En quoi mon temps, mon énergie, mon attention ont été investis? Qu'ai-je appris de bénéfique aujourd'hui? De quoi suis-je satisfait? Et en conclusion, pour améliorer le monde, commence par améliorer avec douceur ta vie. On a tendance à se dire: «Oh là là, je suis complètement impuissant devant ce qui se passe à notre bout du monde, à l'autre bout du monde», et je me dis: «Mon Dieu, toute cette violence». Pourtant, la violence qui est partout est aussi en nous. La colère, elle est en toi. Et si nous pouvions chacun, à notre niveau, apaiser cette colère qui est en nous, baigner notre corps, notre esprit, nos émotions, notre énergie de tendresse, la vie serait bien plus agréable. Donc sois présent à chaque instant. Quelquefois, le monde
se retourne contre toi, mais à aucun moment il ne peut t'imposer de ne pas être compatissant à l'égard de toi-même. Je vous remercie de votre attention et je vais passer donc, aux questions. Je vous dis à très vite et n'oubliez pas d'ouvrir votre esprit et d'écouter votre cœur. À très bientôt. Eh bien, j'espère que cette session numéro 2 vous aura éclairé, qu'elle vous aura permis de comprendre nos réactions, nos émotions, nos conduites toxiques, hein, et que vous allez enfin librement décider de la manière dont vous voulez conduire votre vie. La session numéro 3, qui aura lieu le 18 mai de 17h à 19h, va aborder un sujet ultra important puisqu'il s'agit de l'amour. De l'amour que l'on qualifie souvent comme, que l'on associe souvent comme étant du plaisir. L'amour, ce n'est pas du plaisir, c'est tout autre chose. Quand on sait le déployer, cet amour, il est libre. Et libre ne veut pas dire sans responsabilité. Cet amour, nous l'avons en nous et nous allons le cultiver avec toutes les pépites qui illuminent notre vie. Je vous dis donc à très bientôt. Je vous souhaite une très belle semaine. À bientôt.